Bonjour à toutes et à tous. Simon, il faut bien se positionner sur le micro, ça va? On va partir, je pense que c'était voulu sans doute par l'organisation, on va partir sur les temps longs. On va remonter aussi loin qu'on puisse remonter en arrière. Alors rapidement, je me présente. Alors moi je suis chercheur au CNRS, mais hébergé au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, dans le Jardin des Plantes. Ceux qui connaissent le site, sachant que le Muséum national d'histoire naturelle fait partie aussi donc du groupement Sorbonne Université. Il regroupe ce qu'on appelait avant Paris 8, Pierre et Marie Curie, et Paris 4, Sorbonne. Donc je précise ça parce qu'en fait on a avec Paris 6 plutôt la filière sciences dures, maths, physique, chimie, biologie, médecine, beaucoup de médecins, dont beaucoup de nutritionnistes d'ailleurs, et qui travaillent dans un certain nombre d'hôpitaux qui sont rattachés à Sorbonne. Et avec la partie Paris 4, évidemment, on a toute la partie sciences humaines, donc beaucoup de littérature, histoire, géographie et sociologie, dont un certain nombre de chercheurs, là encore, travaillent sur des sujets liés à l'alimentation. Moi, j'interviens dans les deux, j'interviens aussi bien à Aix-Paris 6 qu'à Aix-Paris 4, puisque au Muséum, qui est un peu la troisième entité de cette alliance Sorbonne, en fait, on a intrinsèquement cette historique basée à cheval, j'allais dire, sur les sciences dures et les sciences humaines. Le Muséum, c'est un établissement qui s'est construit autour de la paléontologie, mais aussi de l'anthropologie, de l'archéologie. Anthropologie, c'est quand même très lié aussi à la sociologie. On peut faire des distinctions assez subtiles en termes disciplinaires. Mais on a aussi des laboratoires de chimie fondamentale, de physique. Pécrel a travaillé au Muséum. On a un certain nombre, bien sûr, de biologistes. Et dès qu'on touche à la sphère du vivant, à la biologie, et notamment à la position de l'humain dans cette sphère-là, évidemment qu'on est par définition à la frontière entre sciences humaines et sciences dures. Sachant qu'aujourd'hui, concrètement, la partie justement vraiment liée à l'homme, au sens humain, espèce, au sens d'espèce, est principalement pilotée du côté du musée de l'homme, au Trocadéro, qui fait partie de la même maison. Le muséum, c'est aussi le musée de l'homme. Tout ça, c'est la même entité. Et donc, dans cet établissement-là, alors nous, au laboratoire, évidemment, chacun se concentre sur des sujets bien particuliers. Moi, en fait, j'ai un peu deux casquettes par rapport à ça, qui sont un peu les deux logos extrêmes. D'une part, en tant que chercheur du CNRS au Muséum, évidemment, on travaille sur des sujets très fondamentaux. Moi, c'est plutôt la microbiologie du kéfir, avec une approche socio et micro, justement. Donc, on fait la microbiologie, parce que là-bas, on est équipé pour ça, et puis on fait aussi toute la partie sociologique pour comprendre pourquoi finalement les gens ils boivent du kéfir ou du kombucha ou ces choses comme ça aujourd'hui. Et donc voilà, le moléculaire d'un côté, le comportement humain de l'autre. Mais à côté de ça, j'ai mis l'INSPE comme logo parce que en fait, et par rapport à cette journée, ça a du sens aussi. Je suis depuis une dizaine d'années maintenant, presque 15 ans, responsable de la formation donc pour tous les masters qui forment les profs de cuisine. Alors, quand je dis tous les masters, il y en a deux masters qui drainent à l'échelle nationale tous les gens qui veulent devenir professeurs de cuisine, donc en lycée hôtelier ou en lycée professionnel. Donc aujourd'hui, en fait, 90% de mes cours se passent en cuisine, à cuisiner, puisqu'il s'agit de cuisiner, d'apprendre à cuisiner aux élèves, en ayant bien sûr, et c'est pour ça qu'ils m'avaient sollicité à l'époque, avec ce regard un peu culturel qui tourne autour de la cuisine. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que de maîtriser une recette, c'est-à-dire qu'on fait des soufflés au fromage, on fait des macarons, parce que c'est cuisine et pâtisserie, bien sûr. Et on fait des saumons à l'oseille, mais quand on fait tout ça, on réfléchit aussi. Qu'est-ce qui se passe dans une marinade? Qu'est-ce qui se passe dans une cuisson, dans une fermentation? Est-ce qu'aujourd'hui, cuisiner un saumon, c'est une bonne idée d'un point de vue pêche durable? Est-ce que, pourquoi l'oseille a un goût acide, etc. On travaille sur toutes ces notions-là qui sont physiologie du goût, culture alimentaire, développement durable, santé, bien entendu. De plus en plus de questions de profs sont sur des enjeux de santé parce qu'ils ont conscience que les élèves ont ces questions-là en tête et ils sont pas formés à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un prof de cuisine, il est formé à la cuisine, mais aujourd'hui, il est aussi formé à d'autres aspects qui vont toucher un peu tout ce qu'on va, j'imagine, raconter pendant cette journée. Donc, il y avait plusieurs focus qui étaient possibles. Moi, bien sûr, avec cette étiquette muséum, j'ai décidé de faire le focus sur l'histoire. Alors, avec cette image que vous trouvez un peu partout, une espèce d'image qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux, qui est censée un peu caricaturer ce qu'est l'évolution humaine, avec
d'une certaine manière cette idée que jusqu'à pas si longtemps que ça allait plutôt bien, et puis tout à coup, symbolisé par ce verre d'une boisson pétillante et sucrée d'une marque connue, qui va avec une morphologie qui est pathologique et qui génère effectivement, sur lequel il y a un focus aujourd'hui, qui est l'obésité, et qui suscite beaucoup de débats et évidemment de problèmes de santé publique. Donc on veut symboliser par cette image qu'à un moment quelque chose a mal tourné. Il va falloir comprendre un peu déjà à quel moment et qu'est-ce qui a finalement mal tourné. Avec cette chose assez fascinante dans l'histoire de la nutrition, c'est que c'est une discipline qui est extrêmement dynamique. Et je rappelle souvent ça aux élèves parce que je donne en médecine, à la fois je donne des cours de nutrition basés sur l'épigénétique, parce que mon domaine de départ c'est l'épigénétique, mais en même temps je donne des cours de physique aussi. C'est toujours important de rappeler que la physique que j'enseigne aujourd'hui en médecine, ou que j'enseignais il y a quelques années, c'est la même qu'il y a 200 ans. Elle n'a pas changé. Alors, à part pour le chapitre sur les rayonnements, mais sinon, si vous prenez la mécanique, les fluides, etc., on peut prendre un bouquin de Newton, ça n'a pas changé. Très peu. Évidemment qu'en nutrition, si on prend un bouquin qui a plus de 10 ans, déjà, c'est un peu risqué, quoi. Donc, c'est bien de voir justement comment les disciplines scientifiques évoluent de manière sur des échelles de temps qui sont extrêmement différentes. Et on va le voir pour un certain nombre d'axes. Et après, donc, il y a cette dernière image qui est censée nous apporter un espoir, où tout à coup, l'humain, de nouveau, heureusement, se retransforme. Il continue de grandir un peu, ce qui est bon signe. Et cette fois-ci, il a troqué son verre de soda contre une botte de carottes. Et en plus, ce qui est quand même, je sais pas si le message allait jusque-là, mais on voit bien qu'il a, à gauche, de quoi jardiner. Et est-ce que c'est ça la solution, en fait? Est-ce qu'il va falloir se remettre nous-mêmes à produire à l'échelle individuelle notre nourriture pour prendre conscience de ce que c'est et faire pousser nos propres carottes? Peut-être légèrement utopique, mais en tout cas, ça peut être intéressant à regarder comme piste. J'ai une dizaine de diapos seulement, mais elles sont assez chargées, donc mais normalement, ça devrait être juste comme il faut, justement, pour laisser du temps à la discussion et aux questions. Vous avez ici nos ancêtres et nos cousins, sachant que les cousins, aujourd'hui, on les a tous perdus, puisqu'il ne reste plus qu'Homo sapiens sur la Terre, dans les homoninés. Mais voilà, tout au long de l'histoire humaine, il y a un certain nombre d'espèces qui sont apparues, enfin l'histoire humaine, l'histoire d'abord des primates et puis des proto-humains et puis effectivement du genre Homo. Donc on a un certain nombre qu'on connaît, on a appris à l'école, on se souvient vaguement des Homo habilis, des Homo erectus. Alors erectus parce qu'ils sont debout, habilis parce qu'ils fabriquent des outils, tout ça. Et puis on voit qu'il y en a plein d'autres dont on parle moins à l'école parce qu'ils ont été un peu éphémères, ou ils ont moins fait parler d'eux parce que c'était plus localisé, l'homme de Dionysos, l'homme de Dionysin, l'homme de Dmanity en Géorgie, etc. Et puis alors il y a aussi Australopithèque qu'on a en tête parce que c'est encore un peu, c'est avant le genre Homo. Et dernièrement, quand même, les deux qu'on a en tête, les deux plus récents, c'est Néandertal et Sapiens. Et on sait bien que Néandertal et Sapiens, c'était vraiment notre histoire que j'appelle l'histoire récente, parce que quand on travaille sur des temps longs du million d'années, Néandertal et Sapiens, mine de rien, c'est du récent. Sapiens, c'est 300 000 ans, et Néandertal, c'est un peu avant et pendant. Et puis, donc, on a un Néandertal en nous, à peu près, il y a beaucoup de cohabitation de Sapiens et Néandertal, ce qui fait qu'on estime qu'aujourd'hui, on a à peu près 2% de gènes néandertaliens donc on a gardé dans notre génome. Et mais bon, aujourd'hui, il se trouve que voilà, on a pris le dessus sur Néandertal, et on a en même temps, quand on voit, parce qu'il faut aussi penser en termes horizontal, en termes de géographie, Sapiens, effectivement, c'est le berceau de l'Afrique. Mais ce qui fait la particularité, c'est cette migration fantastique. On est la seule espèce du genre Homo à avoir finalement colonisé l'intégralité de la planète, jusqu'aux 7,6 milliards qu'on est aujourd'hui. Coloniser l'intégralité de la planète, bien sûr au gré des glaciations qui nous permettent de traverser un certain nombre d'endroits, etc. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette faculté d'avoir colonisé tous les milieux tient très grandement à notre régime alimentaire. C'est-à-dire que ce fameux omnivorisme, c'est la clé qui nous a permis et qui nous permet encore aujourd'hui d'habiter aussi bien la toundra que la banquise, que la savane, que les forêts tropicales, que en fait tous les milieux
peuvent héberger l'humain parce que justement cet humain a développé, d'un point de vue physiologique, mais aussi bien sûr d'un point de vue culturel à travers les outils, les pratiques, etc., la capacité à s'alimenter dans à peu près n'importe quel milieu. Avec les extrêmes, hein, bien sûr, des milieux où on va avoir une alimentation qui va être à 98% végétarienne, parce que ça pousse bien, mais qu'il n'y a pas trop de bestioles, et puis l'autre, à l'inverse, si on est un Inuit, ça va être 95% de viande, parce que si on ne mange pas de phoque, on n'a pas grand-chose d'autre à manger, parce que ça pousse quand même pas beaucoup là-bas. Et ce qui est quand même remarquable, c'est que justement, on a cette capacité à s'adapter avec la physiologie humaine à ces régimes extrêmement différents en termes d'apport animal, végétal. Et ça va bien sûr être important pour la suite. Alors cette alimentation, elle a évolué. Si je résume là encore sur des tableaux un peu qu'on trouve assez facilement sur des sites très pédagogiques, ici hominidés.com. Donc on part il y a 3 millions d'années avec les australopithèques, des plantes, des tubercules, des racines qu'on arrache un peu qu'on peut, et puis un régime de consommation animale avec insectes et petits animaux qui sont une alimentation un peu opportuniste. On attrape ce qu'on peut attraper. Finalement, l'insecte, c'est de la cueillette. Hein. Les petits animaux, c'est de la cueillette un peu plus sportive, mais voilà. Les premiers hommes, donc genre homo, on continue, le même régime, plantes, tubercules, et puis on commence bien sûr à faire du charognage. On a cette capacité de le faire, et petit à petit, on va se mettre à chasser. La chasse au début est individuelle, donc très peu efficace, et puis évidemment, au fur et à mesure que les sociétés humaines évoluent, qu'on se regroupe, qu'on arrive à travailler ensemble, qu'on arrive à commencer à développer les premiers morceaux de bois durcis dans le feu, les premiers silex taillés, etc., on va commencer à être plus efficace pour chasser. Éventuellement, on va avoir accès à des bêtes un peu plus grosses qu'on va être capable collectivement de chasser, parce qu'on va courir après à plusieurs, ou on va les encercler, etc. Il y a la pêche qui apparaît aussi à ce moment-là, qui a sans doute toujours existé de manière un peu plus anecdotique dans l'eau douce, un cours d'eau, enfin les lacs et les rivières. En même temps, il faut quand même développer quelques outils pour la pêche, soit des filets, soit des harpons un peu efficaces. Et puis la pêche en mer qui commence vraiment à émerger à partir du moment où on est capable de fabriquer des embarcations raisonnables. Et ça remonte à au moins 20 ou 30 000 ans. Donc on a des preuves de consommation de poissons plutôt pélagiques. On retrouve des consommations de thon. Et le thon, c'est pas du bord de la plage qu'on va pouvoir le pêcher. Et ça, déjà, il y a 20 30 000 ans, on a des preuves de consommation de ces poissons qu'il faut aller chercher un peu loin quand même. Donc c'est intéressant, on a toujours cet apport qui se diversifie, et puis cette espèce d'accélération phénoménale, parce que là on est sur des échelles de temps, là on parle en millions d'années, on est en 3-4 millions, 2 millions, 1 million, et puis quand on commence à parler de proto-histoire, c'est qu'on va rentrer dans cette fameuse, je dirais que la première révolution alimentaire, qui est ce fameux passage du paléolithique au néolithique. Effectivement, où là, tout à coup, entre guillemets, tout à coup, tout est relatif, hein, on va effectivement passer du statut de chasseur, pêcheur, cueilleur, au statut d'agriculteur-éleveur. Donc on peut dire tout à coup, effectivement, parce que ça a pris quelques milliers d'années, et quelques milliers d'années, c'est totalement ridicule par rapport aux échelles de temps que je suis en train de mentionner. C'est-à-dire que c'est en fait extrêmement rapide, où on va, et à différents moments, différents endroits de la planète, ce phénomène, il va y avoir une co-occurrence, où il va y avoir cette stabilisation dans différents endroits, avec cette capacité à récupérer du blé sauvage pour finir par en faire un blé cultivé, et puis les animaux aussi qui, au fur et à mesure, vont être domestiqués. Il va totalement changer notre rapport carné, parce que ça va nous donner un accès beaucoup plus facile, bien sûr, aux animaux, puisqu'on les entretient de certaine manière. Et en même temps, ça va apporter deux ingrédients qui existaient déjà, mais qui étaient quand même extrêmement rarissimes. Alors, les produits laitiers, c'était totalement inexistant, parce que pour traire un animal sauvage, il faut quand même se lever tôt. Et donc, il fallait d'abord, effectivement, domestiquer l'animal avant d'être capable de le traire et d'en sortir des produits laitiers. Pour les céréales, bien sûr qu'elles ont toujours été là. On a des consommations de tout type de céréales qu'on peut démontrer en archéobotanique, mais à partir du moment où le blé a été domestiqué, sa place dans la nourriture a bien sûr explosé. Et donc, ça fait de moins en moins de place pour les plantes, les tubercules et les racines, bien entendu, par défaut. À partir du moment où, effectivement, on a accès, comme ça, de manière beaucoup plus facile à des produits très nutritifs que sont les céréales, les produits laitiers et la viande, on va beaucoup moins
perte de temps, entre guillemets, à aller déterrer des bouts de tubercules et des bouts de racines qui sont compliqués à mâcher, etc. Et de nouveau, une transition encore plus rapide quand on dit aujourd'hui. Alors, on va falloir cibler un peu ce qu'on appelle aujourd'hui. Bon, on a toujours quand même quelques légumes, fruits et végétales, mais de moins en moins. On a toujours du céréal, mais qui est surtout panifié. On a toujours des produits laitiers, mais qui vont se retrouver de plus en plus riches en acides gras saturés, ce qui n'était pas le cas au départ. On a toujours de la viande, mais elle aussi, qui est de plus en plus riche en acides gras saturés. Donc, c'est-à-dire que l'élevage, bien sûr, a transformé la nature même de la viande. On sait aujourd'hui qu'un animal d'élevage, suivant l'espèce, est entre 10 et 20 fois plus gras que son ancêtre sauvage. Donc, bien sûr que ça change beaucoup. Et pareil pour les poissons. Le poisson d'élevage, beaucoup plus gras que le poisson sauvage. C'est comme ça qu'on le reconnaît à la dégustation. J'avais fait une expérience à Nantes il y a quelques années, un banquet de 300 personnes, où on avait fait du bar d'élevage et du bar sauvage. Sans dire aux gens, c'était un jeu, un peu comme aujourd'hui. Il y a un questionnaire à la fin, il fallait qu'ils répondent. Et donc il y avait les deux plats, et puis on leur disait d'abord, est-ce que vous sentez une différence? Alors oui ou non. Et puis après, lequel vous préférez? J'avais fait ça avec un chef étoilé, qu'il a fallu forcer un peu, parce que moi, jamais de ma vie je travaillais un produit d'élevage. Je dis, moi là c'est un jeu, on peut faire ça. Ok, il avait accepté. Et évidemment, il était extrêmement déçu parce que un peu plus de 70% des gens avaient largement préféré le bar d'élevage. Donc évidemment, il était déprimé totalement. Non seulement il a fallu le forcer pour cuisiner ce truc-là, mais en plus les gens trouvaient ça meilleur. Et pour une raison très simple, c'est qu'effectivement il est beaucoup plus gras, donc beaucoup plus la texture est beaucoup plus agréable, parce que on a cette habitude-là, parce qu'aujourd'hui 90% des bars qu'on trouve sur l'étal du poissonnier sont d'élevage, il faut payer beaucoup plus cher le bar sauvage. Et donc on a un peu perdu, sauf pour les amoureux du poisson, on a perdu cette texture très ferme qu'on a du bar sauvage. Et donc c'est surprenant quand les gens font pas l'habitude, ils ont l'impression que le poisson il est pas cuit, en fait, il résiste, c'est un problème. Et non, c'est pas qu'il est pas cuit, c'est qu'il y a beaucoup plus de muscles que de gras. Donc c'est intéressant de voir comment les codes peuvent changer aujourd'hui, notre manière de percevoir les aliments. Et surtout, le sucre rapide. Alors là, sucre rapide, là c'est une apparition. En même temps que le sel qui augmente. Vous voyez, sel plus. Et ça, bien sûr, on se rend bien compte aujourd'hui que ça fait partie des soucis qu'on va avoir dans cette alimentation. On a un accès beaucoup trop facile au sucre rapide et au sel. Et ça, c'est une transition qui est... là, on est sur des échelles de quelques dizaines d'années. Pour reprendre le soda de tout à l'heure, c'est une invention de fin 19e. Donc, on est sur l'échelle d'un siècle. Là, donc, on est sur des changements qui sont encore plus rapides que le fameux passage paléolithique-néolithique, bien sûr. Alors, si je veux revoir un peu comment tout ça s'est construit pour repartir dans les temps longs, au Muséum et au Musée de l'Homme, on a bien sûr des labos, on travaille sur ces questions-là. Et c'est quoi les indices qu'on va chercher? Alors ça, c'est des choses qu'on avait mis dans l'expo dont j'étais le commissaire, là, on avait fait ça au Musée de l'Homme en 2019, en plein Covid. Et évidemment, quand on fait une expo au Musée de l'Homme, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va fouiller dans toutes les collections. On a 70 millions de spécimens dans nos collections. Donc dans les 70 millions de trucs qu'on a dans nos tiroirs, il fallait trouver les trucs intéressants pour parler d'alimentation. Donc, bien sûr, on a beaucoup de choses liées à l'aliment, parce qu'on a des résidus, justement, soit des pommes ici, des pommes carbonisées qui datent d'il y a 3000 ans, ou des colliers, des parures d'il y a 30 000 ans à peu près, qui sont des mollusques totalement comestibles, donc on se doute qu'ils avaient été consommés avant de faire des jolis colliers. On retrouve des os, effectivement, qui sont volontairement brisés, donc sans doute pour aller en chercher la moelle, parce que pour le coup, la matière grasse c'était quelque chose d'extrêmement précieux pour nos ancêtres, parce que c'était très difficile. Vous n'avez qu'à faire l'expérience, on vous largue quelque part dans la nature, quelque chose qui va vous manquer très rapidement, c'est de trouver du gras. On a beaucoup de mal à trouver du gras. Donc il fallait ne pas perdre la moindre trace de gras, d'où d'ailleurs cette mythologie sur l'aliment grillé. C'est pas du tout la plupart des aliments étaient beaucoup plus certainement bouillis que grillés, pour la bonne raison que quand on fait griller un animal, on perd une bonne partie du gras dans le feu, ce qui est tout à fait dommage, tandis que si on fait la même cuisson dans un liquide, tout le gras part dans le liquide et on récupère ce précieux gras. D'où l'importance du bouilli contrairement à la mythologie façon guerre du feu, quoi. Bien sûr, des outils, là ici, un certain nombre de harpons, certains pouvaient servir à la fois sans doute pour la chasse et la pêche, ça c'est polyvalent. Si je suis capable d'embrocher une antilope, peut-être que je suis aussi capable d'embrocher un saumon avec ça. Et donc des outils qui vont nous parler de nos modes alimentaires, bien sûr, et puis des restes humains, parce que les restes humains disent beaucoup
sur l'alimentation. Ici, on est sur un reste très récent, 14 000 ans. On a bien sûr des mandibules qui datent de plus d'1 million d'années dans nos collections, et on analyse la morphologie dentaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a des molaires énormes qui sont le signe que l'espèce broyée des racines, des tubercules et des végétaux coriaces. Est-ce qu'on a plutôt des incisives qui montrent qu'il y avait une alimentation un peu plus peut-être déchirée, donc peut-être un peu plus carnée. De manière plus marqueur chimique, on va regarder les micro-rayures au microscopie électronique, voir si on a des micro-rayures verticales ou horizontales sur les mailles dentaires, et ça aussi c'est un signe de plutôt carné ou plutôt végétal. On va analyser la chimie du tartre, avec des résidus qui vont aussi nous parler de ce que consommait l'humain en question. Donc tout ça, c'est des indices qui nous permettent aujourd'hui d'essayer de comprendre ce que je vous ai résumé tout à l'heure, c'est finalement comment notre alimentation a évolué. Ces indices sont à la fois nombreux et rares, rares dans le sens finalement ça reste une découverte exceptionnelle quand on trouve un squelette bien conservé, une mandibule bien conservée, et le fait est surtout qu'on est sur des temps très longs, hein. Quand on veut étudier finalement une période de 4 millions d'années, on n'a pas tant de squelettes que ça pour étudier ça. Toute cette histoire, l'histoire de l'humain, et qui nous rattrape encore aujourd'hui, dans laquelle on est en plein dedans, c'est une histoire de domestication. Je vous ai dit tout à l'heure, la transition paléolithique-néolithique, c'est de la domestication. Très souvent, on pense domestication animale-végétale. Alors c'est vrai, qu'est-ce qui se passe au départ? Je me promène dans la nature, il y a des pommiers sauvages, toujours existé, voilà. J'attrape des pommes, je les mange. Ça, c'est de la cueillette, ce que font encore nos cousins primates aujourd'hui dans les forêts, et ce que faisaient nos ancêtres. Il y a 6 ou 7 millions d'années, ils ont commencé à descendre des arbres, donc non seulement ils cueillaient les pommes dans les arbres, mais en même temps ils ramassaient aussi les pommes par terre de plus en plus. Et ça c'est intéressant parce que sur le temps long, ça a généré un certain nombre de mutations, ça n'a pas généré des mutations, ça a stabilisé bien entendu. Une mutation qui est la fameuse mutation du gène ADH4, donc qui est notre alcool déshydrogénase. Et cet alcool déshydrogénase, et justement, est une enzyme que nous possédons actuellement, qui est stabilisée, qui nous permet de détoxifier. Quand on boit de l'éthanol, en l'occurrence, on est capable effectivement de le transformer d'abord en aldéhyde et puis après de continuer le métabolisme. Et ça nous donne accès à des aliments fermentés. Sachant que la fermentation est un processus spontané, donc qui a toujours coexisté avec l'humain, parce que, encore une fois, c'est une pomme qui tombe par terre, sans aucune intervention humaine, fermente, donc ça donne une pomme pourrie. Et bien entendu, on peut facilement imaginer que nos ancêtres ont, à un moment donné de leur existence, consommé des pommes pourries pour voir ce que ça faisait. Et sans doute que l'apport énergétique que ça permettait a aidé à stabiliser notre capacité à métaboliser l'éthanol issu des fermentations, donc notamment levure sur sucre, évidemment. À côté de ça, bien sûr, il y a une grande transition qui est la fameuse transition où on a commencé à maîtriser le feu. Alors, on a des évidences d'aliments cuits il y a plus d'1 million d'années, mais il y avait sans doute des cuissons fortuites, des feux de forêt, d'orage, d'éclairs, etc., et qui laissent des animaux précuits ou qui sont auxquels on a un feu accidentel, auquel on a accès pendant un petit moment. La question qui est toujours une vraie question de préhistorien, c'est de se dire à quelle période on a vraiment domestiquer ce feu, c'est être capable de l'entretenir, voire de le générer. Bref, et ça, pour l'instant, le record, c'est 780 000 ans. C'est-à-dire que le papier qui nous donne l'évidence la plus ancienne, c'est assez récent, c'est un an, c'est dans Nature, Ecology and Evolution, où sur un site en Israël, effectivement, ils ont analysé, ils ont retrouvé des dizaines de milliers de squelettes de carpes. Ils ont pu prouver, en analysant la chimie de l'émail dentaire des dents de ces carpes, qu'elles avaient été soumises à la chaleur à plus de 400 degrés. Donc ils ont pu prouver que ces poissons avaient forcément été consommés cuits. Et sans doute cuits, pas directement dans la braise, mais la chimie montrait qu'il y avait sans doute eu une protection, ça cuit peut-être enrobé dans des végétaux ou dans de l'argile, ou bref, il y avait eu quelque chose pour écranter l'animal par rapport à la chaleur vive du feu. Donc c'est quelque chose d'assez sophistiqué quand même. On est presque dans une cuisson en argile qu'on va trouver dans un restaurant 3 étoiles aujourd'hui, avec la coque en argile et le poisson, et on ouvre ça, et payer ça 300 €, mais c'est vrai que c'est quand même très chic d'avoir un poisson cuit dans l'argile. C'est ce qu'on faisait il y a 800 000 ans, de manière moins chic, mais ça marche bien aussi. Et donc voilà la cuisson. Et puis en même temps, on a continué cette évolution fantastique, parce que bien sûr, on a domestiqué les pommes, c'est bien, ça permet aujourd'hui d'avoir des pommes beaucoup plus sucrées.
On a domestiqué les animaux, très bien, ça permet d'avoir des animaux plus gras. Et puis, ne pas oublier, surtout dans une terre de fermentation telle que le Dijonais, où c'est pas trop la pomme, c'est plutôt le raisin, mais quand même, il y a effectivement, petit à petit, apparaît cette capacité à maîtriser la fermentation. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que la subir, entre guillemets, en mangeant ce qui est pourri, mais l'humain a domestiqué le microbe. Donc c'est la troisième domestication qu'on a tendance un peu à occulter, mais qu'il ne faut pas oublier. On a domestiqué l'animal, le végétal et le microbe. Enfin le microbe au sens levure et bactéries, qui sont depuis des milliers d'années soigneusement sélectionnés pour produire des boissons dans lesquelles, alors surtout des boissons, effectivement, le cidre, du vin, de la bière, dans lesquelles on va contrôler le contenu en alcool, le goût bien sûr, et donc ça nous permet aujourd'hui d'avoir une troisième manière de manger des pommes. Finalement, on peut la manger pourrie, cuite ou pourrie soigneusement et sous forme liquide. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est de dire finalement, depuis quand? Alors depuis quand ça fermente? Depuis toujours, parce que c'est un processus spontané. Mais d'un point de vue anthropologique, on peut se dire, et historique, on peut se dire, mais depuis quand on maîtrise ce pourrissement? Et ce qui est amusant, c'est que finalement la trace aujourd'hui la plus ancienne, qui remonte à peu près 12 000 ans, c'est de nouveau grâce à une carte. Comme quoi la carte parle beaucoup. C'est en l'occurrence en Suède où a été retrouvée la trace, l'évidence la plus convaincante, en l'occurrence. Donc là c'est une arête, ça c'est l'arête de carpe qui a été retrouvée, ça c'est une arête originale, une vertèbre effectivement, et la chimie nous montre que cette vertèbre a subi un traitement acide dans une fosse qui a été retrouvée. Donc traitement acide dans une fosse, on se dit il y avait un processus de fermentation qui était en jeu, et avec un acide lactique qui était généré par les bactéries, et donc qui serait la preuve que volontairement ces poissons étaient soumis à une fermentation lactique, un peu comme aujourd'hui on fait des sauces de poisson type garum et autres. Donc merci la carte. Tout ça correspond aussi à une histoire de mondialisation où on va avoir des produits qui vont circuler à partir d'un certain nombre de bassins de domestication, le croissant fertile, la Chine bien sûr, l'Afrique, les Andes, donc avec tout un tas de produits dont on sait qu'ils ont circulé et dont ils sont sortis il y a entre 10 000 ans et 1000 ans, avec donc voilà des végétaux, le blé qui part du croissant fertile, le riz qui part de la Chine, et puis des animaux, porc, chien, poulet, etc., le bœuf, le cochon d'Inde, le mouton. Donc tout ça, c'est des aliments qui aujourd'hui sont mondialisés, mais qui ont une origine de foyer de domestication. Alors si je prends l'exemple du poulet, par exemple, qui est assez significatif, aujourd'hui, chaque année, on abat environ presque 80 milliards de poulets. Donc c'est de très loin l'animal le plus abattu hors poisson. Les poissons, on est à plus de 300 milliards, bien sûr. Mais là, je parle d'animal domestique, de mammifères. Donc c'est le poulet qui, de loin, représente l'espèce qu'on fait la plus proliférer pour pouvoir la manger. Donc c'est entre 75 et 80 milliards chaque année. Et là, on voit la marque de l'homme, ce qu'on appelle parfois l'anthropocène. C'est un mot encore débattu, mais c'est cette fameuse ère dans laquelle on voit bien que la trace de l'humain sur la planète est prépondérante, et on a vraiment transformé notre planète. On le montre de différentes manières. Alors bien sûr, de manière très imagée, beaucoup plus récente, on a ici ces fermes verticales pour faire pousser des végétaux. On se dit là, il y a quand même quelque chose qui va assez loin. Et puis ici, c'est une ferme à la fois verticale et horizontale pour faire croître 2 millions de porcs en Chine. Donc voilà à quoi ressemble un élevage de porcs qu'on peut dire moderne finalement aujourd'hui, avec sur 7 étages, avec des 2 millions chaque année qui sont abattus là-dedans. Et il y a d'autres chiffres qui nous montrent effectivement que l'humain a totalement transformé la planète. Donc d'une part, quand on compare il y a 10 000 ans, donc juste au moment où on a commencé à faire cette domestication, on était 1% d'humains. Là je parle en biomasse de mammifères. Je parle pas en millions. En termes de biomasse, il y avait donc 10 millions d'humains, donc ça représente 1% de la biomasse, et puis le reste, 90% d'animaux sauvages, c'est 19%. Aujourd'hui, c'est 1% d'animaux sauvages, 32% d'humains, et puis 67% d'animaux d'élevage. Donc, dire que la planète est occupée, en termes de biomasse de mammifères, par des animaux qui sont élevés par l'humain pour le nourrir. Donc l'humain plus ces animaux occupent 99%
de la biomasse de mammifères sur la planète. Donc évidemment, c'est une transformation absolument phénoménale. Donc, oui, l'empreinte humaine est évidemment carrée. Et c'est pas seulement en termes de biomasse, c'est en termes effectivement d'évolution, un peu comme les pommes ont changé, les pommes sauvages, quand on arrive aujourd'hui encore à en trouver, ce qui est très rare, on a à peine envie de les manger, elles ont cette taille-là, elles sont toutes rabougries, elles sont à moitié véreuses, en tout cas elles sont hyper acides, hyper amères, pas du tout sucrées, c'est immonde. On peut en faire de l'eau de vie peut-être. Et ça n'a plus rien à voir avec les pommes qui sont issues de 10 000 années d'horticulture, où là elles sont sucrées, juteuses, énormes, tout va bien. Et bien pour les animaux c'est pareil, ça c'est l'ancêtre, c'est le coq doré qu'on peut encore trouver. Et voilà, au bout de 6 semaines de croissance, la taille réelle par rapport à nos poulets d'aujourd'hui qui sont issus de 10 000 années de sélection à partir de ce coq doré. Un poulet aujourd'hui c'est abattu, les poulets génériques sont abattus en 6 ou 7 semaines. Après si c'est un poulet fermier c'est 8-9 et puis si c'est bio c'est plutôt 12. Mais bref, en 6 semaines, voilà ce que ça donne pour un poulet d'aujourd'hui versus son ancêtre sauvage. En même temps, on sent bien qu'il s'est passé, c'est un peu comme la pomme, finalement, il y a une croissance assez phénoménale. Ça pose des questions. Alors, pour revenir sur la pomme, il faut savoir qu'il y a quand même des choses qu'on peut appeler... Le tableau que je viens de dresser là n'est pas terrible, parce qu'on est en train de dire qu'on est en train de massacrer les animaux, puis qu'en même temps, on les a sacrément transformés. Et puis, il faut reconnaître qu'un poulet de 6 semaines, quand on voit la tronche qu'il a aujourd'hui, on sent bien que sa croissance, elle est quand même un petit peu trop rapide. Mais il y a aussi des choses belles, parce qu'il faut quand même rester optimiste et voir aussi le beau côté des choses. J'aime bien ça. Surtout quand on parle de cuisine, quand même l'art culinaire c'est pas rien. Marie-Antoine dit Antonin Carême, elle a fait des choses magnifiques. C'est plus récent l'art culinaire la cuisine vue comme un art, c'est quelque chose de très récent, ça a 2-3 siècles. Si on remonte à l'Antiquité, à Apicius, effectivement il y avait des recettes sophistiquées, mais on ne parlait pas encore à ce moment-là d'art culinaire, même si c'était déjà naissant. Carême, si vous voulez aller lui rendre visite, il est enterré au cimetière Montmartre, là. Mais pour l'anecdote, il est enterré sans son crâne, puisque son crâne, il est chez nous, au musée de l'art. Il fait partie des 20 000 crânes qu'on collectionne soigneusement. Dans les 20 000 crânes, il y a très peu identifiés. On a Descartes, on a Carême, on a Cadoudal, pour ceux qui connaissent la Bretagne et les Chevron. Et sinon, le reste, c'est des crânes. Voilà. Donc Carême, et le fait d'avoir son crâne a permis de voir qu'il avait des caries partout. C'était ignoble. Il n'y avait pas une seule dent correcte. Et forcément, il passait son temps à goûter ses pâtisseries. Évidemment. Et c'est sans doute ça qui fait qu'il est mort assez tôt, plus les fumées qu'il inhalait en permanence dans ses cuisines. Alors l'art culinaire, si je prends la pomme, alors c'est Carême qui disait les beaux-arts sont nombre de 5, à savoir la peinture, la sculpture, la poésie, la musique et l'architecture, laquelle a pour branche principale la pâtisserie. C'est pas beau ça ? C'est magnifique. Et ça se voit à travers la pâtisserie d'aujourd'hui, quand vous prenez la tarte, la fameuse tarte tatin de William Lamanière, avec ses pommes maman taillées en lanière et puis terminées la cuisson à l'huile d'olive, etc. Magnifique. Ce vacherin de Julien Dubourg, qui est ancien pâtissier de la Chèvre d'Or et aujourd'hui pâtissier à Nice et à Paris, ou cette sphère de pommes de Christelle Bruat, qui était la chef pâtissière du Pré-Catelan, qui est aujourd'hui la chef pâtissière de l'Élysée, avec un sucre soufflé garni, avec une mousse de pomme, une glace à la pomme, etc. Puis une petite feuille d'argent, parce que quand même, voilà, on est à l'Élysée. La fameuse pomme, bien sûr, en trompe-l'œil de Cédric Grolet, une pomme complètement déstructurée de Pierre Gagnère, une pomme note à note, dans laquelle il n'y a même pas de pomme, il y a juste un arôme de pomme avec un texturant, un granité, etc. Mais on sent l'essence de la pomme. Et puis, de manière assez spectaculaire, cette pomme pourrie. Pour rebondir sur ce que je vous disais tout à l'heure, servie chez Andoni Luisa Doris, 2 étoiles Michelin à San Sébastien, donc le restaurant, il s'appelle Mugaritz. Et un de ses desserts signatures, c'est la pomme pourrie. Et donc c'est vraiment une pomme pourrie, c'est pas un gimmick, hein. C'est-à-dire que ce que vous avez, c'est une pomme pourrie. Dans un menu qui est cher aussi, mais dans lequel il y a 30 plats, donc parce que c'est façon tapas, donc voilà. C'est intéressant parce que c'est une vraie réflexion qu'a le chef sur qu'est-ce que le pourri, qu'est-ce que le ferment. Et en fait, bien sûr, c'est pas une pomme qui va ramasser par terre, c'est une belle petite pomme à cidre, comme on trouve dans le Pays Basque espagnol, qui fait beaucoup de cidre là-bas, qui est trempée dans une solution de Botrytis cinerea. Donc il va récupérer les champignons qui nous font ces merveilleuses vendanges tardives qu'on peut trouver en Sauternes ou sur la Loire, etc. Et d'ailleurs, il s'est servi avec des vins, justement, issus du même botrytis, hein, c'est des vins botrytisés, fameuse pourriture noble. Donc le même micro-organisme va pourrir la pomme et fabriquer, c'est en l'occurrence ce Tokay, ce Montlouis, ce Riesling et ce Sauterne. Voilà. Et on rebondit sur les accords, c'est-à-dire qu'est-ce que ce botrytis a réussi à générer dans ce terroir de
de raisin est sur cette pomme, et on mange ça, et on se dit, waouh, la vie est belle. Bon. Alors, le trait de transformation, ça veut dire que derrière, évidemment, l'art culinaire, vous voyez que ça va assez loin quand on mange des pommes comme ça, ou des pommes comme ça, ou des pommes comme ça encore plus, on sent bien qu'il y a effectivement une sacrée transformation de la pomme, surtout ici, là. Et ça veut dire que ça nous amène aussi vers cette fameuse idée de se dire aujourd'hui, alors là on est parti d'aliments bruts et puis on a appris à les transformer, on a fait des compotes, des purées, des cuissons, des fermentations, et puis on a quand même des choses qui sont beaucoup plus récentes, une fois à l'échelle de l'histoire humaine, c'est ce genre de trucs qu'on trouve qui à peu près 80% de ce qu'on va trouver dans les rayons des supermarchés, c'est-à-dire des trucs qui se mangent, clairement, hein, c'est totalement comestible, avec souvent maintenant aujourd'hui un Nutri-Score dessus, mais où est-ce qu'on le met ce type d'aliment ? C'est-à-dire que, est-ce que c'est cuit, est-ce que c'est fermenté, en fait, c'est quoi? Et souvent, on sait pas trop comment le classer parce que souvent, c'est transformé avec des moyens qui sont pas ceux de la cuisine. Ça peut être de l'extrusion, ça peut être tout un tas de procédés qui sont des procédés technologiques auxquels on n'a pas accès dans les cuisines, mais auxquels on a accès dans l'industrie. Et donc, ça suscite une sorte de nouvelle catégorie qu'avaient pas imaginé Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, il parlait toujours de le cru, le cuit. Voilà. Puis aujourd'hui, on a aussi ce truc-là qui est au-delà du cru et du cuit. Voilà. Et donc, ça pose des questions. Alors, ça serait un peu l'image de la pomme d'aujourd'hui, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que ce n'est plus une pomme cuite, une pomme fermentée, c'est une pomme dans une gourde en plastique et en aluminium. Et c'est ça la pomme auquel on a accès aujourd'hui, surtout dans la poche des écoliers. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut aller encore plus loin, se dire finalement, allez, allons-y, sautons le pas, pour tous notre histoire, accompagnons l'histoire, acceptons l'évolution, et finalement, pourquoi pas manger des pilules, comme très souvent on nous le répète en disant, c'est toujours la question, est-ce qu'en l'an 2100 on mangera des pilules, est-ce qu'on mangera des pilules, c'est toujours le nombre de fois où les journalistes m'ont appelé pour me dire, je voudrais faire un article sur savoir si on mangera des pilules. Bon, et c'est ma dernière diapo, parce que ça tombe bien, c'était une question sur laquelle on réfléchit depuis longtemps. Quand je dis on, je prends l'exemple de Marcelin Berthelot, dans son discours au banquet de la Chambre syndicale des produits chimiques, donc il y a 125 ans, il avait déjà imaginé l'alimentation en l'an 2000, c'est-à-dire qu'il se projetait un siècle plus tard, ce qui est compliqué. Imaginez, on vous demande qu'est-ce qu'on mangera en 2125, waouh, j'aurais du mal à me projeter. Donc là, il avait fait cet exercice et puis il nous raconte que je veux à mon tour imaginer en l'an 2000, on trouvera la solution du plus grand problème qui relève de la chimie. Il était chimiste, il était homme politique et chimiste. Fabrication des produits alimentaires, le jour où l'énergie sera obtenue économiquement. Alors malheureusement, c'est pas trop, pas dans le bon sens. On tardera guère à fabriquer des aliments de toutes pièces avec le carbone emprunté à l'acide carbonique, l'hydrogène pris à l'eau, l'azote et l'oxygène tirés de l'atmosphère. Et un jour viendra où chacun emportera pour se nourrir sa petite tablette azotée, sa petite mode de matière grasse, il n'a pas oublié, ça c'est intéressant, le gras, son petit morceau de fécule, on est bien, on a les glucides, le gras et tout, c'est parfait, et puis la protéine avec l'azote, et un peu de sucre, et son petit flacon d'épices aromatiques accommodées à son goût personnel. On est dans la nutrition personnalisée avec l'importance du goût. Il a pensé à tout cet homme, c'était assez remarquable. Tout cela fabriqué économiquement en quantité inépuisable par nos usines, l'homme gagnera en douceur et en moralité, parce qu'il cessera de vivre par le carnage et la destruction des créatures vivantes. C'est-à-dire que le véganisme, il était déjà là. En 1894, il y avait déjà cette idée de se dire c'est quand même pas normal d'abattre des animaux pour s'en nourrir. Heureusement, la technologie nous évitera de faire ça. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les fameuses viandes artificielles, viandes cellulaires, viandes de culture. Effectivement, aujourd'hui, techniquement, on est capable de faire pousser du poisson, de la viande, pas à l'échelle industrielle. Ça fonctionne pas mais pour l'instant, sur des quantités, le processus fonctionne. Et quand je dis industriel, c'est pas à l'échelle commercialement viable pour le moment, mais ça va venir. Et ça veut dire qu'on pourrait peut-être, donc c'est un peu ce que nous proposait La Loup de la Cuisse, le film de Claude Zidi dans les années 60, fabriquer des poissons à partir de rien. D'autres films dystopiques comme effectivement Soleil Vert nous proposaient des trucs moins appétissants, mais ça ressemblait à ça, c'était des gels protéinés. Alors finalement, est-ce que les petites tablettes azotées, c'est plus les gels protéinés? Donc il y a un peu va falloir choisir entre est-ce qu'on fait des trucs qui ressemblent à des pilules et des gels, ou est-ce qu'on va essayer de mimer coûte que coûte les aliments qui culturellement nous parlent. On va vouloir fabriquer un vrai poisson pour que ça ressemble à un poisson. La question se pose. Tout ça, ça va aussi dépendre, bien sûr, du consommateur, qui est quand même lui qui va faire des choix. Et pour terminer, justement, on se rend bien compte que les tendances alimentaires sont c'est un domaine qui est très marqué d'un point de vue générationnel. Quand on lit aujourd'hui, il y a 2% de végétariens, ou il y a de plus en plus de gens qui consomment le kéfir, justement, etc. En fait, on dit rien. Parce qu'on se rend compte que quand on fait des catégories, c'est très très différent. Là, par exemple, pour la tendance au végétarisme, c'est les jeunes, beaucoup plus
que la génération des baby boomers ou des X, effectivement. Donc pareil pour la consommation du vin, c'est à l'inverse, effectivement, les jeunes consomment quasiment pas de vin, tandis que la génération des 40, 50 ans consomme beaucoup de vin. Donc tout ça, c'est des consommations qui sont très marquées par les générations. Et pour la touche aussi positive quand même, parce que, encore une fois, cette tendance à l'optimisme qui ne me quitte pas, la France, inexorablement, reste le grand man du monde du temps passé à table chaque année. Pour l'instant, on n'a jamais été détrôné. 2h07 du temps passé à table à manger. Le reste, c'est des pays méditerranéens, beaucoup, hein, bien sûr, Italie, Grèce, Espagne. Et puis, bon, après, vous descendez vers des pays qu'on connaît, type États-Unis, Canada et autres. Et puis voilà. Donc pour terminer tout ça, bon, bien sûr, on pourrait prolonger les réflexions avec quelques bouquins, j'en écris de temps en temps, soit sur le contenu des assiettes en cuisine, soit sur ce qui se passe dans le cerveau quand on mange. Comme j'aime bien le vin, j'ai sorti un bouquin sur les vins georgiens, parce que c'est le berceau du vin, voilà. Enfin, c'est ce que disent les Georgiens, mais les Arméniens disent aussi la même chose. Mais bon, bah, ça c'est normal, c'est une guerre. Voilà. Sinon, on a une plateforme sur le muséum où on répond aux questions du public. Quand je dis du public, c'est des collègues chercheurs ou des étudiants et autres. Hein. Ça s'appelle l'alimentation en question. Et puis quand même, n'oublions pas, 2 choses extrêmement importantes que nous ont rappelé Bria Savarin et Lévi-Strauss. La dissémination dépend de la manière dont elles se nourrissent, donc il y a un véritable enjeu qui dépasse nos assiettes. C'est un enjeu géopolitique aussi, bien entendu. Et il ne suffit pas qu'un aliment soit bon à manger, mais encore faut-il qu'il soit bon à penser. N'oublions jamais ça. Nous travaillons sur des pistes d'innovation. Merci. Merci beaucoup pour cette demande extrêmement intéressante. Pour les personnes des questions dans la salle, d'entrée, je ne sais pas si on m'entend en ligne, mais si vous avez des questions en ligne. Et je bois mon café froid avant ça. Oui, Thierry. Quand tu parles de domestication, moi, ça me fait penser qu'en général, on va un peu de manière unidirectionnelle. Tu vois, c'est l'homme, il est domestiqué, telle espèce végétale, telle espèce microbienne, telle espèce animale, mais finalement, il y a quand même un retour de cette domestication sur l'humain. Parce que tu as parlé de la modification, ça allait sur l'alimentation et sur la physiologie, sur notre santé. Et il y a des papiers qui parlent de ce qui m'intéresse plus, de comment la domestication de Saccharomyces a également modifié orienté l'évolution humaine et le génome. Tout à fait. Et on peut même aller plus loin. Et là, c'est presque une question philosophique. Ce que tu mentionnes, c'est vrai, sur les levures et bactéries, il y a tout ce courant de pensée tout à fait légitime qui consiste à dire qu'en fait, c'est pas l'homme qui a domestiqué la levure, c'est la levure qui a domestiqué l'homme. Bon. Ça peut paraître caricatural, mais quand on réfléchit un peu à ce qui se passe, c'est tout à fait sensé. C'est-à-dire, effectivement, mine de rien, on a finalement une symbiose, dans certains cas de figure, avec notre microbiote, et à quel point de vue nous utilisons le microbiote ou le microbiote nous utilise. Le principe d'une symbiose, chacun utilise l'autre. Donc on peut effectivement faire ce twist quasi philosophique en disant, micro-organismes qui nous ont domestiqués. Ça peut aller plus loin parce que un certain nombre d'anthropologues considèrent que c'est la même chose pour le blé. En fait, le blé a domestiqué l'humain. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, le blé occupe quasiment toute la planète, que le blé se disperse à travers la planète grâce à l'humain, parce que c'est l'humain qui ingère le blé, qui après va effectivement le disséminer. Donc en fait, le blé nous a utilisés pour occuper l'intégralité de la planète. Donc bien sûr, on peut avoir effectivement cette manière de voir les choses en disant tout ça c'est un immense, c'est le règne du vivant dans lequel c'est suivant. Alors quand on se place de manière évidemment par défaut très anthropomorphique, on se voit au centre et voilà, on domestique notre environnement. Mais quand on prend un peu plus de recul philosophique, on peut dire que cette domestication elle va dans plusieurs sens, bien entendu. Oui. Une culture disparate. Alors, ça a bien. Ça, c'est une réponse très claire. Par rapport à ça, c'est que même dans les délires technologiques les plus poussés, y compris d'ailleurs sur les modèles de culture cellulaire et autres, on a besoin de matières premières. Tous les modèles. Après, on a des manières technologiques de les transformer, mais au départ, dans le réacteur, il faut mettre des matières premières. Les matières premières, c'est l'agriculture. Pas capable, parce que pour l'instant, justement, par rapport à ce que nous racontait Barthelot, en fait, on est capable de capturer le carbone de l'air, et d'ailleurs, il y a des boîtes qui commencent à se développer pour fabriquer, par exemple, de la matière grasse à partir de carbone
carbone capture, et puis on en fait effectivement une espèce de matière grasse, puis après on la aromatise avec un peu de bêta-carotène, enfin la colore, bêta-carotène, et un peu d'arôme, butanediol et autres pour faire cet arôme de beurre. Puis hop, on fabrique du beurre à partir du carbone. Pour l'instant, c'est des coûts énergétiques qui sont faramineux et qui resteront faramineux. Donc il y a un moment où quand le pétrole qui commence déjà à manquer, ça va pas être la solution. Donc il y aura donc on a besoin de l'agriculture parce que mine de rien, on n'a rien trouvé de plus efficace aujourd'hui pour fabriquer de la matière alimentaire que la photosynthèse. Donc qui dit photosynthèse dit agriculture. Donc on a encore besoin pendant très longtemps des sols et du soleil. Donc de ce point de vue-là, après bien sûr les modèles, c'est-à-dire les manières de faire pousser, on voit bien d'ailleurs quand on parle de transition agricole, il y a effectivement énormément d'évolution dans les pratiques. Ça va de soi, et avec sans doute une pluralité des pratiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on s'excite en disant est-ce que c'est l'agriculture de conservation des sols, ou est-ce que c'est l'agriculture bio, ou est-ce que c'est etc., je pense qu'on se trompe de débat en disant en fait on aura sans doute besoin de ces différents modèles suivant l'environnement dans lequel on se trouve, suivant l'espèce que l'on décide de cultiver, suivant tout un tas de facteurs qui font qu'il y a des approches d'agroécologie au sens large qui sont pertinentes dans un endroit donné mais pas dans un autre, et il doit falloir sans doute développer tout ça en parallèle, bien entendu. Oui. La notion de l'évolution du climat n'est pas abordée. Je pense qu'effectivement, notre évolution alimentaire, c'est notre destination sur un certain continent est liée aussi à cette évolution du climat. On sait que ça aura une importance énorme, on voit actuellement avec le changement climatique. Ouais. Donc, les pratiques agricoles et autres jouent à ça, mais notre alimentation, bien sûr. Il y a un flux migratoire qui est lié à cette notion d'accès bien sûr. À la nourriture réelle. Bien sûr, et qui va être là aussi, puisque c'est un enjeu planétaire, c'est un enjeu dont ce réchauffement et dérèglement climatique a un impact extrêmement différent suivant l'endroit où on se situe sur la planète. Il y a tout un tas, et là il faut plus rentrer, effectivement, quand on fait des cartographies un peu de l'impact sur les rendements, il y a des bénéficiaires et des victimes, très clairement. Hein. Si je veux vraiment simplifier le schéma, effectivement, tout ce qui est hémisphère sud subit beaucoup plus que l'hémisphère nord. On voit bien sur des rendements où on va prendre l'exemple de la vigne, hein, que vous connaissez bien, voilà. Effectivement, dans le Roussillon, ça commence à être compliqué. Et à l'inverse, en Bretagne, c'est l'éclate. Donc on sent bien que cette fameuse histoire du réchauffement, ça a des impacts très différents sur là où on se place, avec des variétés qu'on va se mettre enfin à pouvoir faire pousser, avec des rendements qui vont s'améliorer dans certains endroits, y compris pour les blés, hein, avec des rendements qui diminuent à certains endroits et d'autres qui augmentent. Donc on a un bouleversement qui va avoir aussi des conséquences géopolitiques, bien sûr, par ce moment où des espèces vont pâtir à un moment donné et bénéficier à d'autres endroits de ces fameux réchauffements. Alors après, au-delà du réchauffement et des rendements, il y a tout ce qui relève aussi plutôt des épisodes dramatiques, type effectivement sécheresse ou à l'inverse inondations et autres, qui là par contre concernent un peu tout le monde. Oui. Oui, est-ce qu'on a une idée de quand l'être humain a fait une lien entre l'alimentation et la santé? Parce qu'on sait que le Moyen-Âge, c'était des gens qui étaient liés avec l'alimentation, et on sait qu'on a des primates qui consomment certains aliments, que ce soit les Exactement. traces. Donc la réponse, vous venez de la donner, elle est double. C'est-à-dire que d'un point de vue culturel, qui concerne l'humain, les traces les plus anciennes, c'est l'Antiquité, c'est Paracelsée, c'est Hippocrate et compagnie, avec la fameuse que ton alimentation soit ta médecine, même si on sait pas trop sûr qu'il ait prononcé ça, c'est plus un mythe, mais peu importe, on sent bien que dans ses écrits il y avait cette importance. Donc on peut dire que on a la preuve écrite il y a plus de 2000 ans que l'alimentation était connectée à la santé, mais voilà, effectivement, l'observation de la nature nous montre que nos cousins, que ce soit les bonobos, que ce soit les chimpanzés, certains orang-outans aussi chez qui ça a été observé, effectivement, il y a cette manière cette automédication à travers certaines feuilles, pour faciliter la digestion de certains aliments, pour aller chercher des antioxydants face à des épisodes d'infections bactériennes et autres. Et donc, les primates, aujourd'hui, certains primates, en tout cas, sont capables on observe des comportements effectivement, de prise alimentaire qui correspond à un enjeu de médicalisation. Donc oui, donc on peut imaginer, mais c'est de la projection, mais qui est assez légitime, de dire si les primates d'aujourd'hui le font spontanément, nos ancêtres, il y a 4 millions d'années, devaient sans doute le faire aussi. Mais ça reste une hypothèse, bien sûr. Merci à vous.